Bonjour, bienvenue dans le podcast de l'APM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être physiquement à la maison de l'APM. On est en plein Paris et j'ai avec moi Philippe Crevel qui est économiste, directeur du Cercle de l'épargne et on va parler économie au sens large. Si possible, mais on peut parler d'autre chose si vous voulez. Rolling Stone, le rock, qui est une de mes passions, avec d'autres d'ailleurs, mais j'adore le rock et j'adore les Rolling Stones. Ok, donc passionné d'économie et de Rolling Stone. Donc on a un économiste rocker. Tu joues de la musique aussi ? Je joue de la guitare. Tu joues de la guitare, tu chantes Pas ou pas ? suffisamment, non, je chante assez faux, donc j'évite. Ok, alors on a fait un épisode sur la voix, tu pourras aller l'écouter. C'était pas tellement à destination des chanteurs de rock, mais voilà. Alors là, gros programme pour nous. On va essayer de mettre peut-être un coup d'œil dans le rétro pour comprendre finalement d'où vient le modèle dans lequel on est installé aujourd'hui. Et puis idéalement, on va te demander de sortir ta boule de cristal, de commencer à nous projeter peut-être quelques hypothèses de ce vers quoi le monde économique va aller. Notre audience, c'est principalement des chefs d'entreprise, hommes et femmes qui sont à l'APM, adhérents, mais pas que. Voilà. Et moi, je me présente à toi en béotien de tout ça. Je vais essayer de faire le candide et pour pouvoir animer cet échange ensemble. Pour commencer, Philippe, comment tu définirais, toi, la période qu'on est en train de vivre avec ton regard d'économiste? C'est quoi les adjectifs qui te viennent quand tu dois définir là l'époque? L'époque économique, c'est une époque de transition, de mutation, d'incertitude extrêmement importante. Nous sortons de plusieurs crises majeures. La crise des subprimes en 2008-2009, la crise des dettes souveraines en 2011-2012, la crise Covid évidemment, la guerre en Ukraine avec la vague inflationniste. Et puis nous avons des défis majeurs à relever. Le défi de la transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique, le défi du vieillissement. Jamais dans l'humanité, il y a eu autant d'êtres humains et surtout autant d'êtres humains âgés. Et puis nous avons un défi technologique, la maîtrise de nouveaux outils, le digital, l'intelligence artificielle. Donc le monde économique aujourd'hui est véritablement confronté à une forte modification de son environnement, avec l'apparition de nouvelles puissances économiques. La Chine, évidemment, l'Inde, également l'Arabie Saoudite, également le Nigeria en Afrique, avec derrière peut-être le déclin de l'Occident, et puis une remise en cause, en fait, de tout ce qui a fait l'économie de ces 300 dernières années. Donc, derrière, il y a de véritables enjeux, et puis des peurs, des craintes. Et là, les craintes, tu m'as glacé le sang. Là, je me suis dit, ouh là là, là, le chef d'entreprise s'est figé, il s'est dit, oh mon Dieu. Et l'humain, le citoyen, c'est encore plus figé en se disant, mais pourquoi je suis né dans cette époque-là? Toi, en tant qu'économiste, tu regardes ça avec quoi? Avec l'excitation de l'analyste, ou est-ce que tu es aussi traversé par l'anxiété que tout ça peut générer? Il y a deux façons de voir la vie. Avoir peur et se mettre sous l'édredon, ou considérer que ces risques sont autant d'opportunités, que ces changements sont autant de raisons de se battre et de faire de nouvelles avancées technologiques, de créer de nouvelles affaires, de répondre à de nouveaux besoins, avec un objectif également d'un environnement peut-être plus équilibré, plus propre, au niveau de la pollution. Et donc il y a plein aujourd'hui de facteurs de croissance, de facteurs d'épanouissement pour des chefs d'entreprise comme pour l'ensemble des personnes qui travaillent et l'ensemble des citoyens. Donc tu es confiant? Je suis toujours confiant car il est beaucoup plus facile d'être pessimiste qu'optimiste, mais en règle générale, l'optimiste s'en sort mieux. Ça fait combien de temps que tu es optimiste et économiste au demeurant? Je suis économiste depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années. J'ai fait une mauvaise rencontre, un professeur d'économie qui s'appelait François Hollande. Et donc, grâce à lui, je me suis penché sur l'économie, mais j'ai pas forcément suivi son destin de président de la République, ça ne doute pas, mais même politique. Donc, j'étais plutôt libéral. Et je suis plutôt un économiste libéral. Et alors, tu as une spécialité, mais qui n'est pas trop le sujet du jour, c'est l'épargne. Je suis spécialiste des questions d'épargne, de patrimoine, de retraite.
Donc j'ai travaillé dans une vie avant l'APM, donc en tant que collaborateur de cabinet ministériel sur l'élaboration des produits d'épargne retraite. À l'époque, c'était le contrat Madelin, le PERP, et aujourd'hui, c'est le plan d'épargne retraite. Et donc j'ai travaillé là-dessus pendant une dizaine d'années. Et donc c'est pour ça que je suis un spécialiste de l'épargne et de la retraite. Donc si jamais, vraiment, à la fin de l'épisode, il nous reste 5 minutes, on ira peut-être voir s'il y a des tuyaux, s'il y a des choses à savoir, s'il y a plein de bon sens ou d'outillage que tu peux nous amener. Mais c'est pas du tout sûr parce que vu le programme qu'on a pour la demi-heure qu'on va passer ensemble, c'est assez dense. On dit souvent que, alors moi j'avais bien aimé une fois la métaphore, c'était un peu celle du lance-pierre, c'est que pour pouvoir projeter loin, il faut pouvoir remonter le plus loin possible. Hein. C'est un peu quand si j'ai mon lance-pierre, je tire ma pierre avec l'élastique avant de pouvoir la propulser. Et ça sous-entend, la métaphore là, c'est mettre le coup d'œil dans le rétro pour remonter le plus loin possible et comprendre d'où on vient. On vient d'où, en fait, aujourd'hui, le système dans lequel, qui est en train de, je sais pas, peut-être si je t'écoute, qui est challengé, en tout cas, d'où ça part, tout ça? C'est vrai que j'aime bien associer économie, histoire, économie et idées politiques, économie, voire sociologie. Toutes ces sciences, évidemment, donc, qui ne sont pas exactes. Il y a de l'incertitude, mais néanmoins permettent de comprendre l'humain. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre système économique, tel que nous le vivons, c'est un héritage de milliers et de milliers d'années. Nous vivons dans une économie industrielle qui a commencé aux alentours de 1750 avec la découverte d'un certain nombre de machines grâce à l'énergie. L'énergie, au départ, c'était le bois, puis le charbon, puis après, ça a été les hydrocarbures, et c'est aujourd'hui l'électricité avec les énergies renouvelables. Mais on voit que aujourd'hui, l'économie, c'est avant tout de l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de croissance. L'économie, c'est également du capital. Il faut accumuler du capital. Parfois, ce mot ne plaît pas, mais sans capital, pas de croissance non plus. Et c'est justement à partir du XVIIIe siècle, quand les banques commencent à se développer, quand les techniques financières sont de plus en plus fines, de plus en plus permettent d'apprécier le risque, qu'on va pouvoir accumuler du capital. Et puis, il faut du travail. Le travail, c'est important. Sans travail, pas de croissance. Et donc, c'est évidemment avoir donc, des femmes et des hommes en capacité de mettre à disposition d'une communauté, par exemple une entreprise, leurs compétences, leur savoir. Et donc, la nécessité derrière d'avoir de la formation, de l'éducation. Et c'est justement au moment où on va développer l'éducation, entre guillemets, nationale, que tout le monde puisse savoir écrire, lire, qu'on va avoir la possibilité d'avoir de la croissance économique. Capital, travail et progrès technique. Les progrès techniques, la recherche, l'innovation, savoir justement sortir des chemins battus, c'est d'avoir parfois une idée complètement saugrenue et de la mettre en œuvre. C'est ça qui crée de la croissance. Et ça, c'est ce qui permet de démultiplier l'impact du travail. Alors, c'est évidemment pour démultiplier le travail, et puis c'est pour donner de la valeur au capital. Sans innovation, le capital n'a pas de valeur. Mais derrière cela, donc, il y a un cocktail de l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie. Ouais. Alors, on peut essayer de rationaliser pour dépenser moins en énergie, mais il en faut toujours. Et l'énergie a permis de démultiplier la force physique. Avant, il fallait dans un champ y mettre sa force. Après, on a inventé le cheval de trait avec la capacité avec des machines derrière pour améliorer le rendement. Puis après, c'était le tracteur et l'ensemble des machines agricoles qui ont permis, avec les engrais, pareil, innovation, d'améliorer le rendement. Il y a toujours l'idée de ce cocktail capital, travail, énergie, progrès technique. Le capital, tu peux m'éclairer un peu plus parce que c'est la partie de des 4 composantes qui est pour moi la plus obscure. C'est une opération. On part de quoi en fait? Le capital, c'est assez simple. C'est de la réserve. Ok. C'est lié à l'épargne. C'est que le capital, c'est donc de l'argent. Un patrimoine, alors ça peut être de l'argent, ça peut être également des machines, ça peut être également des bâtiments, mais c'est ce qu'on a mis en réserve et qu'on va mettre à disposition, par exemple, d'une entreprise, pour pouvoir la faire fonctionner et pour que les collaborateurs, les travailleurs, puissent donc avoir accès à des machines, puissent avoir accès donc à des capacités de production et donc pouvoir créer. S'il n'y a pas de capital, on va rester tout seul dans son coin. On va peut-être avoir des idées, mais on ne va pas pouvoir les exprimer. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut avoir quelqu'un qui apporte des capitaux. Alors, on peut être son propre apporteur de capitaux.
Mais on peut faire appel à l'extérieur, on peut faire appel à une banque, on peut faire appel à des apporteurs de capitaux. Et le capitalisme, c'est justement cette capacité à démultiplier le capital à travers le prêt ou à travers, par exemple, la société par action. Société par action, donc il y a des individus qui décident de prendre le pari, de mettre de l'argent pour réaliser un projet. Donc là, petit à petit, toute cette architecture-là, avec ces 4 ingrédients majeurs, se met en place. Le travail gagne en performance. En fait, finalement, tout monte, ça monte, et on se retrouve aujourd'hui, 300 ans plus tard, avec, c'est plus quelqu'un qui est dans un champ avec sa faux, c'est exponentiel. Est-ce que c'est exponentiel? Est-ce que c'est plus qu'exponentiel, la croissance qu'on a connue ces 300 dernières années-là? Alors, la croissance, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement fragile. Les économistes ont beaucoup de mal à déterminer donc, les conditions pour sa survenue. Et ils ont beaucoup de mal également à expliquer pourquoi elle disparaît du jour au lendemain. Parce qu'il faut ce cocktail, capital, travail, énergie, progrès technique, mais il faut également un contexte, un environnement. Il faut un état de droit. Il faut une sécurité. Et parfois, ce n'est pas le cas. Par exemple, dans les pays en développement, il n'y a pas forcément l'état de droit. Il n'y a pas forcément cette sécurité juridique. Mmh. Et d'autre part, certains disent, ça a été facile jusqu'à maintenant, on a découvert ce qui était donc à portée de main. Et maintenant, c'est de plus en plus compliqué d'innover parce que le facile a été réalisé. Et donc, ça coûte de plus en plus cher. Et donc, il y a des économistes qui considèrent que nous sommes rentrés dans l'époque, dans l'ère de la stagnation économique. La stagnation séculaire. Je ne partage pas cette conviction. Je considère qu'il y a aujourd'hui, comme hier, d'énormes capacités pour générer de la croissance, de manière différente. Parce que c'est vrai que la croissance des 300 dernières années, ça a été beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on peut évidemment innover pour réduire notre empreinte carbone en découvrant de nouveaux processus de production. Et donc je dirais que les champs du possible sont aujourd'hui important, et je ne crois pas à la fin de la croissance, et je ne crois pas à la décroissance, parce que la décroissance, c'est beaucoup de malheur pour tout le monde. Et c'est facile de le dire quand on a tout. Pour celui qui a beaucoup moins, c'est difficile à supporter. Quand tu dis que les gens qui défendent le point de vue d'une stagnation, c'est sur quelle échelle de temps? C'est quand on regarde notre année 2024, quand on regarde la décennie en cours, quand on regarde les 50 prochaines années, c'est sur quelle échelle de temps? Parce que quand on est économiste, cette variable-là, elle est importante. Avec à quelles lunettes je regarde le monde? Alors, les économistes comme Lammers, qui ont considéré que nous étions rentrés dans une stagnation séculaire. D'ailleurs, le mot séculaire traduit bien évidemment leur pensée. C'est qu'ils indiquent que dans les prochaines années, dans les 10, 20 ou 30 prochaines années, la croissance ne pourra pas être aussi forte que celle qu'on a connue ces 20 ou 30 dernières années. Donc en variation, elle sera moins forte, mais on continuera à être sur une pente ascendante, mais avec une variation moins forte? Aujourd'hui, ou alors on est la génération qui a connu le climax et qui va redescendre maintenant. La croissance a atteint au début des années 2000, à l'échelle mondiale, autour de 4-5% de croissance. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 3%. Mais c'est vrai que pendant des siècles et des siècles, avant la révolution industrielle, avant 1750, la croissance, elle était proche de 0. Mmh. Il y avait une épidémie de peste, ça détruisait des décennies de croissance économique. Donc nous avons connu de 1750 à maintenant une période d'expansion sans précédent, donc à l'échelle de l'espèce humaine. Je serais extrêmement prudent pour l'avenir. Je considère simplement que le principe d'une absence de croissance, ce serait pour l'ensemble de la planète quelque chose d'extrêmement dur à vivre, parce que nous sommes aujourd'hui... Quelles sont les conséquences de ça ? Nous sommes plus de 7 milliards, 8 milliards d'habitants. Globalement, il y a 2 milliards d'habitants qui vivent bien, et il y en a 2-3 milliards qui sont ce qu'on appelle dans un revenu intermédiaire, et puis il y en a 2-3 milliards également qui sont pauvres, voire très pauvres. Ils aspirent fort logiquement à s'élever et à vivre aussi bien que nous. Donc il y a énormément encore d'espoir dans la population mondiale pour améliorer les niveaux de vie. Sans croissance, pas de possibilité. Et puis, les Occidentaux, c'est vrai que nous sommes plutôt bien nantis, mais je remarque que chaque jour, sur les chaînes d'information, j'ai plutôt l'impression que nous vivons dans un enfer, même si pour beaucoup de monde, c'est un paradis. Mais ce qui prouve bien qu'il y a encore des besoins insatisfaits. Et puis, il y a le vieillissement de la population, plus de retraités, moins d'actifs, mais il va falloir payer les retraites. On souhaite
que les enfants aient une excellente éducation. On souhaite un système de santé performant. Sans croissance, c'est extrêmement difficile. Et on voit bien que déjà, avec 1% de croissance, comment on souffre aujourd'hui. Et nous sommes à 1% de croissance. Si on avait zéro, ou si on avait moins que zéro, ça veut dire que si on était en décroissance, ce serait véritablement là, donc Satan qui aurait pris les manettes du pays. Comment ça se fait que quand il y a eu la Covid, on ait réussi à mettre sous stéroïdes l'économie et qu'en fait c'est le seul moment où on a vu cet effet-là? Est-ce que c'était vraiment, on a pu le faire que pendant un temps? Parce qu'on a bien vu quand même que l'économie a tenu, on a dopé cette économie-là. Puis là, dès 2023, on a vu le contre-coup de ça. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire de façon plus pérenne? En 2020, le gouvernement français et la plupart des autres gouvernements ont décidé de faire le quoi qu'il en coûte, pour faire simple. C'est-à-dire, pour les ménages et pour les entreprises, neutraliser l'arrêt d'activité provoqué par les confinements et par l'épidémie de Covid. Ça s'est traduit comment? Par une augmentation forte de l'endettement public. Cet endettement public a progressé de 20 points de PIB, 20% de la création de richesse annuelle. Est-ce qu'on peut faire ça indéfiniment en disant on continue à s'endetter? Parce que là, qui va supporter ça, là, l'endettement? L'ensemble des contribuables. À quel moment? Progressivement, dans le temps, parce qu'il faudra rembourser les obligations. Alors certains se disent on peut emprunter davantage, c'est pas grave, on peut continuer donc à émettre des obligations sans limite. Il y a des économistes à un moment donné qui l'ont dit. Ouais. Théorie de la nouvelle école monétaire. Mais bizarrement, ça fonctionne pas trop. Parce que l'augmentation de l'endettement, ça génère plusieurs problèmes. C'est la confiance dans la monnaie. Si on crée énormément de monnaie, à un moment donné, les investisseurs se disent « j'ai plus confiance dans l'euro » ou « j'ai plus confiance dans le dollar, j'en veux plus ». Et dans ces cas-là, les taux d'intérêt augmentent. Il faudrait que tout le monde le fasse en même temps. Alors ça, c'est une question. Si tout le monde le fait en même temps, c'est vrai que ça neutralise un petit peu. Il faut que tout le monde le fasse vraiment en même temps. La coordination internationale, c'est pas gagné. Et puis, il y a un deuxième problème. C'est l'inflation. Car plus vous augmentez la masse monétaire, plus vous créez de l'inflation. Parce que l'inflation est un phénomène purement monétaire. C'est fonction de ce qui circule dans l'économie. Et donc, le risque, si on continuait à s'endetter, c'est qu'à un moment donné, on ait une inflation gigantesque qui ruine complètement les relations économiques, qui aboutissent à ce qu'on refuse d'échanger avec son voisin, parce qu'on se dit, j'ai pas confiance dans la monnaie qu'il me donne. Et là, il faut demander aux Allemands. Bon, ils sont un peu décédés maintenant pour ceux qui ont vécu l'expérience. C'était en 1924, où on prenait des brouettes pour aller acheter son pain. À un moment donné, le boulanger, il veut plus de brouettes et il va simplement faire du pain pour lui-même. Donc, l'idée du surendettement a ses limites et ce n'est pas tenable sur la durée. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays ou un groupe de pays ne s'en est sorti en jouant sur la planche à billets. Que ce soit de Rome durant la période antique, que ce soit donc la France avec les assignats en 1797, que ce soit la Russie avec les titres russes en 1917 ou l'Argentine à plusieurs reprises, à un moment ou un autre, nous sommes toujours rattrapés par la cavalerie dès qu'on use et on abuse de l'endettement. Donc la théorie, c'est quoi? C'est qu'il faut trouver des moyens de créer à nouveau de la valeur, qu'on puisse redistribuer ou qui se redistribue, ou qu'on puisse fonctionner avec des impôts. C'est quoi la théorie? Est-ce que déjà, tout ce que tu viens de citer, ils ont eu les mêmes issues? Ça a été les mêmes façons de se sortir de cette situation? Ou est-ce que non, à chaque cas... En période de crise, il y a toujours de mauvaises tentations. Il y a la tentation de la planche à billets qui mène à la banqueroute. Il y a la tentation encore plus délétère du protectionnisme, qui est le repli sur soi, fermer les frontières, mettre des droits de douane, mettre des normes, qui aboutit à réduire les échanges. Et dans l'histoire, le protectionnisme aboutit également à un appauvrissement des populations et malheureusement bien souvent à la guerre. Donc face à ces tentations dangereuses, la solution passe plutôt par le progrès technique, les gains de productivité et donc la croissance. La coordination au niveau international, la multiplication des échanges, la concurrence. C'est vrai que ce sont des termes qui aujourd'hui apparaissent pour certains un peu barbares.
Mais les grandes périodes de richesse, ce sont toujours des périodes où justement on s'ouvre sur l'extérieur. C'est quand l'Espagne décide d'aller découvrir les Amériques. C'est quand la France abandonne son protectionnisme au XIXe siècle sous Louis-Philippe et sous Napoléon III. Et c'est après 1958 quand l'Europe décide de créer la communauté européenne et de faire son marché commun où il y a une expansion. Alors là-dessus, peut-être que tu as parlé tout à l'heure dans les gros événements qu'on est en train de vivre, la digitalisation du monde, particulièrement 2024, ça a débuté en 2023, mais c'est un phénomène très très récent, l'arrivée en masse de l'intelligence artificielle, avec toutes ces... On va garder ce mot générique. Est-ce que ça... Enfin, dans quelle mesure, parce que là, c'est vraiment, je ne vais pas te faire une question trop bateau, mais dans quelle mesure ça peut créer les opportunités dont tu parles? Puisque finalement, dans un monde aussi de ressources finies, à moins que j'ai raté un épisode, il ne reste plus de continents à découvrir, il ne reste plus de terres à exploiter à nouveau. On a bien saturé quand même globalement l'espace et les ressources sont quand même globalement utilisées massivement. Donc, ce qui était les solutions en 1700, bon, aujourd'hui, ça semble être un peu moins. Est-ce que c'est le numérique? Est-ce que c'est le digital? De ton point de vue, l'Eldorado Si nous vivons dans un monde fini, les connaissances sur ce monde sont encore extrêmement parcellaires. Les fonds sous-marins sont peu connus. L'espace reste encore une terre d'aventure, même si Elon Musk a décidé d'industrialiser cette conquête. Donc il y a encore pour les explorateurs de nombreuses terres à découvrir. L'intelligence artificielle est aujourd'hui une terre d'aventure pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça permet de démultiplier les forces, on va dire, intellectuelles. La machine a beaucoup démultiplié les forces physiques. Les tunneliers, pour construire des souterrains, permettent donc de remplacer des milliers et des milliers d'hommes qui travaillent dans des conditions extrêmement pénibles et de réaliser des métros de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus donc fiable, avec beaucoup plus de sécurité que dans le passé. L'intelligence artificielle, de son côté, a donc une capacité à développer, non pas le physique, mais l'intellectuel, en suppléant les êtres humains, les femmes et les hommes, sur des tâches répétitives, avec peu de valeur ajoutée d'ailleurs. Et puis, surtout, l'intelligence artificielle permet de traiter la multitude de données que nous sommes en train de produire. Notre vie devient une somme de données. Sans intelligence artificielle, nous sommes perdus face à ces milliards et milliards de données. Et donc, la façon de les exploiter, la façon de les ordonner passe par donc, des logiciels qui permettent, en fonction de ce qu'on leur a appris, de dégager des conclusions ou de faire donc des actions en notre place. Après, l'intelligence artificielle est un mauvais mot. Derrière, il faut de l'intelligence et l'intelligence reste, on va dire, la spécificité des femmes et des hommes. De la même façon que l'arrivée massive de machines et d'outils a permis de créer des emplois, puis des emplois de services, en sous-texte, ce que tu dis, c'est que l'intelligence artificielle va être un moyen et ça va pouvoir catalyser encore de la croissance et créer de l'emploi. L'intelligence artificielle, ça permet de créer de nouveaux métiers. Oui, ça va en supprimer. Oui, c'est vrai. On aura peut-être moins besoin de rédacteurs, qui sont des métiers pas forcément toujours passionnants dans des compagnies d'assurance pour faire des rapports sur des sinistres. Mais on aura besoin de concepteurs, on aura besoin de personnes qui, justement, travaillent sur l'enregistrement de l'intelligence artificielle. Et puis, ça va créer forcément des nouveaux métiers. Comme hier, donc les machines. Ça a créé beaucoup plus d'emplois que ça en a détruit. Et je pense qu'on est face à la même situation. C'est une capacité à démultiplier les possibilités en termes économiques. Moi, je n'ai pas du tout peur sur l'intelligence artificielle. Premièrement, parce qu'il faut toujours quand même un cerveau humain. Et ça, c'est important. Et on en aura encore plus besoin parce que justement, on aura des capacités à analyser du data.
Et d'autre part, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement sur certains problèmes, en particulier la météorologie, en particulier sur de la gestion d'intrants pour la production agricole. Il y a plein de domaines où l'intelligence artificielle, et je ne parle pas de la santé, où là également, on va avoir des possibilités d'aller beaucoup plus vite sur du diagnostic, beaucoup plus vite sur justement trouver la bonne solution face à une maladie, face par exemple malheureusement au cancer. Et toi, est-ce que tu as essayé déjà de te mettre derrière ChatGPT et de jouer un peu avec ? J'ai utilisé ChatGPT, je lui ai posé plusieurs questions, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu l'amélioration de ChatGPT. Alors la première question que je lui ai posée, c'était « Qui est Philippe Crevel ?» Alors il m'a dit « Économiste, directeur du cercle de l'épargne, spécialiste de l'épargne retraite ». Là, j'ai dit « Ah, bien. » Après, il me donnait, sur la première, donc c'était début 2023, il m'a donné donc 6 livres. Il m'a dit « Vous avez écrit, Philippe Crevel, 6 livres. » Ah, c'est très intéressant, j'en ai écrit que 3. Donc je suis allé, évidemment, j'ai appelé les éditeurs et j'ai demandé les droits d'auteur. Et donc, mais 6 mois plus tard, j'ai reposé la même question à ChatGPT. Et là, malheureusement, j'avais perdu 3 de mes livres. Il m'en reste 3, c'est vraiment les miens. Et donc, j'avais plus rien à réclamer. Donc, après, j'ai posé des questions plus sérieuses sur la situation économique. Est-ce que tu as essayé de lui injecter tes livres en PDF et de lui dire « Analyse ça et... » Sors-moi une analyse, par exemple, de la situation économique. Je lui ai donné les données économiques et en fait, là, ChatGPT est quand même assez prudent sur tout ce qui est prévision. Donc, ceux qui ont conçu les algorithmes ont justement limité les risques en prévoyant donc des garde-fous, en disant tout ce qui est prévision, il y a une marge d'erreur et faites attention sur le sujet. Et c'est vrai que il est souvent dit que pourquoi les devins et les pittis ont inventé les économistes, c'est pour se sentir moins seul. Et donc, ChatGPT, on l'a inventé également pour se sentir globalement moins seul et qu'il a également des erreurs en ce qui concerne les prévisions, car justement, l'économie est quelque chose d'extrêmement difficile à modéliser. Parce que c'est de l'incertitude, c'est donc la rencontre d'actions humaines et de milliards d'actions humaines qui qui interfèrent, qui sont interdépendantes, mais avec beaucoup d'aléas. Nul n'avait prévu complètement l'intervention de Vladimir Poutine en Ukraine en février 2022. Et ça change complètement le cours. Et ça, ChatGPT ou pas de ChatGPT, c'est pas facile à modéliser. Je trouve que, alors là, ça va être un point de vue tout à fait relatif, c'est le mien. Mais en ayant traversé la crise Covid, là, j'ai pris conscience d'à quel point on était incapable de projeter ce qui allait se passer. Pendant toute la crise, à tous les niveaux, que ce soit sur le social, que ce soit sur l'économique, que ce soit sur l'environnement, sur la santé, on a eu des prédictions, des projections plus ou moins à court terme. Et il n'y a rien de ce qui a été annoncé qui s'est passé réellement. Il y a plein de choses, et même un peu en consolidé sur... là, pour le coup, en tant que chef d'entreprise, on t'annonce à l'année, 2022, ça va. 2023, attention, le mur. Dès le janvier 2023, on nous a dit, on va prendre le mur, premier trimestre, machin. 2023, c'est globalement pas trop mal passé. Globalement, en tout cas, les prédictions avaient l'air bien pires que ce qui s'est réellement passé. Comment tu expliques ça, au-delà du fait que c'est une science inexacte? J'ai bien entendu, mais à ce point-là? Milan Kundera a écrit que les prédictions, les prévisions indiquent plus sur l'existant que sur l'avenir. C'est ça. Nous apprennent plus sur ce que l'on est que ce que l'on sur quoi ou ce que l'on deviendra plutôt. Et donc, c'est vrai que Milan Kundera, qui était quand même un écrivain avec une lucidité extrêmement forte, donc comprenait bien les ressorts de la société. En matière d'économie, faire des prévisions à 1 ou 2 ans, il y a une part d'incertitude extrêmement forte, surtout si on se bat pour dire est-ce que la croissance sera de moins 0,5 ou de plus 0,5. Là, franchement, on est dans l'épaisseur du trait. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'analyser en tendance de quoi sera fait l'économie dans les 20 ou 30 prochaines années. Il y a des facteurs relativement connus à l'avance, par exemple la démographie. Je sais qu'aujourd'hui, il y a 17 millions de retraités en France, qu'il y en aura 24, 25, sauf vraiment donc un cataclysme, mais qu'il y en aura 24, 25 au milieu du siècle. Donc, qu'il y aura donc beaucoup moins d'actifs. Donc, il nous faut trouver des solutions pour faire face à des pénuries de main-d'œuvre. Est-ce qu'il faut recourir à l'immigration? Est-ce qu'il faut robotiser? Voilà des choix qui donc peuvent être posés en termes économiques. Est-ce qu'il faut jouer le protectionnisme ou pas? Là,
Je vais dire, attention, le protectionnisme dans le passé, c'est Ça nous a plutôt pas aidé. Ça a amené à la guerre. l'inflation, c'est plutôt des baisses de pouvoir d'achat et ça peut amener la guerre. Et donc là, c'est le regard de l'extérieur. En quoi cela peut servir pour comprendre aujourd'hui, voire comprendre demain. Ouais. Mais prévoir un taux de chômage, prévoir un taux de croissance, oui, là, il y a des marges d'erreur extrêmement fortes et c'est pas forcément ce qui est le plus passionnant pour un économiste. L'économiste, ce qu'il aime, c'est décrypter le présent pour peut-être tracer des lignes dans le futur en se reposant sur son expérience passée, tout en se disant et tout en répétant que le passé ne se répète jamais de manière identique et qu'il faut savoir y échapper, faute de quoi, évidemment, on répète les mêmes erreurs. Il y a un point sur lequel que tu as touché du doigt à 2 moments, mais qu'on n'a pas creusé, qui est l'organisation, le nouvel ordre mondial, un peu en termes de grande puissance, de grande force. Qu'est-ce qui est en train de se jouer à 20-30 ans? Qu'est-ce qu'on peut imaginer voir se jouer sur le théâtre du monde là? L'économie mondiale, ces 40 dernières années, a profondément changé. Si je me mettais en 1975, 2/3 de la richesse mondiale, c'était le G7. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon donc le Canada. Aujourd'hui, c'est plus que 42% de la richesse. Aujourd'hui, la majorité de la richesse est produite par les pays émergents et en développement, la Chine, les BRICS, comme on dit. Donc ça, c'est un phénomène qui, ces 40 dernières années, a été extrêmement fort. La Chine, 2e puissance économique mondiale, 1re puissance d'exportation. Si je continue évidemment à tracer des lignes, les pays émergents devraient continuer à se renforcer. L'Inde en particulier. Peut-être pas la Chine, mais l'Inde. Parce que l'Inde est devenue la 1re puissance démographique en 2023. Et devrait continuer à occuper cette place dans les prochaines années. Des pays d'Afrique. Parce que la population africaine va être multipliée par 2 d'ici 2040-2050. Des pays comme l'Éthiopie ou comme le Mozambique vont connaître des croissances fortes, à la fois démographiques et à la fois économiques. Pour les Occidentaux, c'est un véritable défi, c'est un changement. On était, entre guillemets, on avait l'impression d'être maître du monde. Aujourd'hui, nous sommes forcés de le partager. Les États-Unis conservent leur place et devraient conserver leur place dans les prochaines années parce qu'ils ont une avance forte et ils ont un taux de croissance supérieur, par exemple, à la zone euro ou au Japon. Ils ont par ailleurs une population qui continue à augmenter quand elle diminue en Europe. Et donc les États-Unis, 1re puissance, on dit toujours que ça va être la fin, que le dollar c'est foutu, mais ils sont encore debout. Ils sont encore debout et ils ont encore quelques années devant eux. Le défi, évidemment, c'est pour l'Europe, à savoir, est-ce que l'Europe devient donc ce morceau d'isthme euro-asiatique en déclin, que certains voient aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a une capacité de rebond? Évidemment, c'est la capacité de coordonner peut-être un peu mieux au niveau européen, et puis ça dépend du travail de chacun d'entre nous. Rien n'est inscrit dans l'histoire en tant que tel, c'est évidemment ce que l'on va en faire dans les prochaines années. Et tu dis l'Europe, en tant qu'économiste, l'Europe, ça correspond à quelle réalité? L'Union européenne, c'est la 1re puissance commerciale mondiale. L'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants qui ont un pouvoir d'achat extrêmement élevé, qui sont bien formés, qui ont institué un marché commun, qui ont institué pour 17 d'entre eux une monnaie commune, et des pays veulent entrer dans la zone euro. La Suède y réfléchit, la Bulgarie, la République tchèque. Donc l'Union européenne existe, et elle existe plus que les Européens ne le croient à l'extérieur. Il y a, c'est vrai aujourd'hui, un certain pessimisme européen. Or, on est une grande puissance si on est unis, et donc c'est quelque chose à souligner, car demain, face aux États-Unis, face à la Chine, face à l'Inde, ce ne sera pas la France, ce ne sera pas l'Allemagne, ce ne sera pas l'Italie, ce sera l'Union européenne. Sinon, on sera marginalisé. Et alors, la France quand même, puisqu'on est un peu ethnocentré quand même. Nous, Français, qu'est-ce qu'on a comme carte à jouer là dans les années qui viennent? On a l'impression que, il y a beaucoup de choses qui ont fait notre grandeur hier qui se sont disloquées, Qu'est-ce qu'on fait dans ce nouvel ordre mondial là, selon toi, économiste? La France, 68 millions d'habitants, la 2e puissance de la zone euro, le 1er pays d'accueil pour les touristes, 90 millions. La France participe donc à la société leader en matière d'aéronautique, Airbus.
sur un certain nombre de secteurs industriels, la France a encore aujourd'hui toute sa place, même s'il est souvent dit, répété que le pays s'est désindustrialisé, que le pays connaît un déclin. Là aussi, c'est une forme de pessimisme, de fatalisme qui n'a pas lieu d'être, à mon sens. La France existe en termes économiques, et d'ailleurs, les entreprises étrangères y investissent, s'installent, que ce soit les entreprises américaines, que ce soit les entreprises des autres pays européens. On est un des principaux pays d'accueil des investissements internationaux à l'échelle mondiale. Si nous étions aussi mauvais que cela, je pense que ces investisseurs, ces multinationales chercheraient d'autres pays pour s'installer. La France a des atouts importants. Il y a le secteur financier, où nous avons quand même un des plus grands assureurs du monde, AXA, une des plus grandes banques européennes, BNP Paribas, la première de la zone euro. Nous sommes évidemment en matière touristique reconnus. C'est le cas avec le Club Méditerranée, c'est le cas avec le groupe Accor. Nous avons des leaders mondiaux dans de nombreux domaines. J'ai évidemment oublié un secteur majeur, le luxe. LVMH, Kering, Hermès et d'autres. Nous sommes là quasiment sans concurrent. Il y a un peu l'Italie, mais nous sommes leaders mondial sur le luxe. La Fashion Week à Paris est un rendez-vous donc incontournable. Donc il y a plein de secteurs sur lesquels nous existons et il y a des potentiels de croissance assez importants, même sur le secteur de la haute technologie, les startups. Nous ne sommes pas si mauvais que ça. Nous arrivons en Europe après le Royaume-Uni. Il y a un problème plutôt de passage à la phase de start-up à entreprise de taille intermédiaire et de multinationales. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de capitaux. Il y a un manque de confiance dans l'économie. Et donc, les start-upers ont du mal à trouver, à agréger des capitaux pour se développer. Et donc là, il faut travailler là-dessus. Évidemment qu'il y a des progrès à faire, que ce soit sur l'apport de capital ou que ce soit en matière d'éducation, de formation, où nous avons connu, c'est vrai, ces 20 dernières années, un certain repli. Philippe, c'est passionnant. On pourrait en parler tout l'après-midi. Là, je vois le temps qui s'est écoulé déjà. On avait fait une promesse en début d'épisode. C'est s'il nous reste 5 minutes, est-ce qu'on peut parler 2 secondes d'épargne ? Il ne nous reste pas les 5 minutes, mais la tentation est quand même grande. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux chefs d'entreprise en vrai, quelles sont les questions qu'on te pose tout le temps auxquelles il t'est agréable de répondre sur le sujet de l'épargne à destination des chefs d'entreprise ? Alors souvent, la question, c'est évidemment une question, mais quel placement il faut choisir ? Comment gagner rapidement de l'argent ? Et là, quand on parle épargne, c'est pas rapide. Moi, je connais pas grand-chose, mais j'ai quand même compris ça. Vous avez raison. Et la réponse, c'est du style, ce qui est évidemment un gain rapide, et c'est souvent une perte importante. Ouais. Et donc, évidemment, en la matière, il faut être relativement prudent. Les crypto-actifs sont, par exemple, une source de tentation pour les plus jeunes, avec derrière, évidemment, des risques. C'est superbe, là, quand même, je crois. Des risques... Non, il y a eu encore une forte attraction pour les jeunes. 30% des jeunes aujourd'hui considèrent que c'est le meilleur placement. D'accord. Donc, évidemment, en tant que spécialiste de l'épargne, je ne conseillerais pas de mettre tous ses œufs sur les cryptos. De toute façon, par définition, il faut évidemment... panacher. Voilà, panacher, répartir, donc pour limiter les risques, avec l'idée que le monde des actions est un monde aujourd'hui qui offre du rendement, que le non-coté, et justement les chefs d'entreprise le savent, parce qu'ils sont généralement des créateurs de richesse, et donc les placements sur le non-coté sont donc pourvoyeurs de rendement non négligeable, et que les secteurs sont aujourd'hui multiples pour pouvoir accueillir ce type d'investissement. Ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas regarder le secteur qui est en pointe, celui qui rapporte aujourd'hui. Il faut évidemment chercher ceux qui sont un peu délaissés, un peu au fond du trou, parce qu'évidemment, c'est le potentiel de croissance. Donc, quand tout le monde aujourd'hui va aller sur ChatGPT, je dis, alors là, moi, j'y vais pas du tout. Hein. Là, bon, alors, et d'ailleurs, si vous en avez, vendez. Parce que là, il faut savoir solder sa plus-value. Il faut savoir à un moment donné dire... passer à la banque, quoi. Je gagne. Parce que oui, on va peut-être pouvoir perdre 10, 20 ou 30%, mais en revanche, on aura gagné. Donc, alors, c'est quoi la prochaine grosse chose là qu'il ne faut pas rater, Philippe ? Pour ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on leur donne comme aujourd'hui, conseil ? les secteurs... Alors donc, à regarder, par exemple, il y a tout le secteur banque-assurance qui est assez maltraité depuis des années parce qu'il y a eu les taux bas, il y a eu la remontée brutale des taux, et donc c'est plutôt des valeurs qui ne sont pas forcément top au niveau action. Il y a
tout ce qui est agroalimentaire, secteur un peu compliqué avec la vague inflationniste, mais comme nous sommes de plus en plus nombreux, qu'on demande une alimentation de plus en plus donc, qualitative, pareil, potentiel en hausse, comme tout ce qui est lié à l'eau, tout ce qui est donc ressources en eau, comme on risque d'en manquer évidemment, c'est un secteur qui peut avoir une forte croissance, tout ce qui est dessalement par exemple. Autre aspect, le tourisme, ça a déjà bien repris, mais il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire du tourisme, et on voit les succès d'Airbus, le nombre de commandes extrêmement importantes. Je crois qu'il y a plus de 8 ans ou 9 ans de commandes. Et donc, le tourisme est amené à continuer à progresser. Le tourisme international, donc c'est un secteur également qu'il faut regarder de près. Ça, c'est encore une prédiction pendant la Covid où on a cru que tout ça, c'était fini, que c'était derrière nous, que ça, c'était... Une des prédictions, c'est de dire qu'il faudrait 5, 6, 7 ans pour retrouver le niveau de tourisme d'avant Covid. On a mis simplement 3 ans. Donc, c'est une belle leçon, ce qui prouve, la résilience économique, la capacité de l'être humain à rebondir après un choc économique majeur. Oui. C'est vrai que l'être humain en a connu dans son histoire des chocs majeurs, que ce soit donc, au XXe siècle, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, c'était des chocs majeurs et au-delà du nombre de morts extrêmement important, nous avons quand même réussi à rebondir économiquement. Et donc, sur quelque chose de beaucoup moins grave que le Covid, c'est vrai qu'on a mis simplement 2 ou 3 ans pour rebondir, ce qui prouve la force économique qu'il y a en chacun de nous. Philippe, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu avais envie de partager ? On pourrait passer 5, 6 heures, 8 heures sur l'économie, sur l'histoire économique, mais je crois que là, on a fait déjà un bon petit tour. Bon. Oui. Et je te remercie beaucoup pour cet échange. J'ai appris beaucoup de choses et c'était passionnant. Un grand merci à vous.